Le tapé d'eau, l'appellation est contrôlée et de marque ivoirienne, nos amis et frères de l'Afrique de l'Ouest. Le terme renvoie à un phénomène qui a cours dans les relations entre amis et en famille. C'est le fait d'entretenir une relation cachée avec le conjoint, le copain ou la copine d'un proche et à son insu sur son dos, comme l'indique bien l'expression. Le tapé d'eau est une pratique malicieuse, indigne et de très mauvais goût qui traduit la jalousie qui anime certains êtres qui vous côtoient profondément et partagent votre intimité pour s'en servir contre vous, dans toute votre naïveté, votre confiance. Cette pratique fait de nombreux dégâts et parfois des morts à l'issue d'un constat choquant que la victime n'arrive pas à supporter. Des familles se séparent pour cause de ces phénomènes, les amitiés se brouillent, se cassent, s'enlisent, les victimes se comptent tous les jours. Pourquoi tomber sous le charme du compagnon ou du conjoint de sa copine? Pourquoi céder à cette tentation? Comment on en arrive là? Les raisons de cette ignominie ne passent pas toujours parce que difficile d'entendement. Se confier entièrement à son ou sa meilleure amie pour être victime d'une trahison de la sorte est mal digéré. Les jeunes filles, entre elles, se font régulièrement ces coups. Le numéro de téléphone du copain, de la copine est très vite récupéré parce qu'elles se disent « pourquoi pas moi ?» Pourquoi elle? Et quand l'argent s'y mêle pour corrompre la conscience de la mauvaise copine, le phénomène prend totalement toute une autre tournure. Attention, attention, par ces moments de fête, le tapé d'eau va certainement encore faire des ravages. Merci, professeur Mireille Ndjenje. Vous êtes psychologue. Vous avez accepté de répondre à nos questions par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, ça me fait rigoler un peu parce que quand je passe souvent par les réseaux sociaux, c'est des histoires à n'en plus finir, on les entend partout, elle a arraché mon mari, elle a arraché ma femme. C'est bien quand même qu'on en parle. Oui, nous parlons des phénomènes de société, comme l'indique la chronique. C'est quelque chose, l'avez dit, qui se vit tous les jours. Dites-moi, professeur, même dans votre jeunesse, vous avez certainement été victime. Peut-être oui, peut-être non, parce que il faut dire que on a aujourd'hui dans notre monde de plus en plus des gens qui sont en instabilité affective. Et quand on est en instabilité affective, on papillonne. C'est-à-dire que si on est un homme, on va de femme à femme. Si on est une femme, on va d'homme à homme. On peut aller vers n'importe qui. Oui. Et souvent, la promiscuité est dans. On va vers les gens qui sont à côté. Et les gens qui sont à côté, c'est souvent l'ami de mon ami. C'est souvent la sœur de mon ami. Donc, peut-être que personnellement, je ne le considère pas comme arraché, parce qu'on dira, il a arraché mon mari, il a arraché ma femme. Mais je considère ça comme un conjoint qui n'est pas stable. Oui, mais est-ce que vous pardonnerez votre copine qui le ferait, sachant que vous êtes quand même avec cette personne, oui, et qui accepterait ses avances? On a tôt fait de dire, est-ce que tu pardonnerais à la copine et le mari? Peut-être qu'on doit commencer par demander si on lui pardonnerait, parce que on ne sait jamais ce qui s'est passé dans ce type de relation. Qui est allé vers l'autre? Est-ce que ça s'est fait au même moment? Mais le qui est allé est, j'allais dire, moins grave. C'est la personne qui accepte, qui est fustigée. Oui, il faut faire très attention dans tout ce qui concerne les sentiments et les relations affectives. Il faut faire très très attention parce que il y a des conditions d'acceptation. Il faut voir que généralement, quand c'est un mari qui va vers l'ami de sa femme, il utilise des astuces souvent très très subtiles. Comme c'est des personnes qui vont se voir régulièrement, c'est ça. Il va commencer à jouer le vulnérable à côté de l'ami de sa femme, il va se faire plus proche, il va lui parler de sa femme, il va montrer comment il lui manquerait quelque chose. Oui. Et puis, l'autre personne, il faut qu'elle ait une personnalité assez forte, assez stable, assez équilibrée pour pouvoir lui dire stop. C'est vraiment les conséquences de ce que nous sommes devenus dans notre société aujourd'hui. Nous sommes dans une société où on ne sait pas dire non. On est dans une société où la limite n'existe plus. On est dans une société où la sacralité est bafouée, où il n'y a plus de normes, où il n'y a plus de valeurs. Et c'est ça qui entraîne toutes ces conséquences. Parce que si je suis une personne qui a des valeurs, je comprends
comprends qu'il y a déjà une barrière avec l'ami de mon conjoint. Exactement. Je le comprends. Mais comme toutes ces choses-là sont banalisées aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi. Et puis, personnellement, je refuse qu'on mette un accent particulier sur ce type de relation parce que c'est la même chose qui se passe partout. La personne qui a ce profil-là, s'il y a un homme qui veut seulement la place de son collègue, ce même homme peut vouloir seulement l'ami de sa femme ou alors la femme de son ami. Oui, mais il reste vrai, professeur, qu'on parle ici de sentiments. C'est quand même assez profond. Oui, mais c'est la même chose. Tout ça, c'est des sentiments. Quand vous avez votre poste et que quelqu'un fasse un coup bas pour vous le prendre, vous avez autant mal que quand on vous prend votre mari. Peut-être qu'on s'est beaucoup accroché sur cette relation affective parce qu'elle est purement humaine. C'est ça. Mais c'est pour dire que c'est un peu le profil de personnes qu'on a actuellement. Ces personnes qui ne respectent plus rien. Et puis, on met ça sous le coup de la faiblesse. Oui, la faiblesse, mais je pense que on nous disait à l'école primaire, l'homme est un animal raisonnable. C'est ça. Alors, quand on a franchi le pas, ça signifie qu'on a perdu la raison. Exactement. On a perdu la raison. La pulsion est devenue plus forte que nous. Et ça signifie que notre personnalité est déjà effritée. Il faut que les gens le comprennent. Lorsqu'on traverse les barrières, il faut qu'on comprenne que sa personnalité n'est plus équilibrée. Et c'est justement pour cela que c'est mal accepté, c'est mal pris chez nous. Oui, mais c'est très mal pris partout. Ça ne peut pas être bien pris quelque part. Les gens pensent que c'est du plaisir ou c'est qu'ils sont trop forts. Je peux me mettre avec la femme de mon ami, je peux me mettre avec l'ami de ma femme ou alors le mari de mon ami. Les gens pensent que c'est du plaisir ou alors une femme va penser que c'est parce qu'elle est très belle. Non, mais c'est parce que vous avez un problème. Il faut qu'on se le dise. Quand on en arrive là, on a un problème. Malheureusement, dans notre culture, on a tellement tout banalisé que on a vraiment normalisé l'écart. Et ça fait que on ne sait même plus ce qui est interdit. Et ça, quel que soit le plan que vous allez prendre, ce soit le plan culturel, le plan religieux, le plan légal, on est dans l'ordre de l'interdit. Mais dites-moi, la psychologue que vous êtes, je convoque cela, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes qui, sachant que ce qu'elles sont en train de faire n'est pas bien, continuent quand même pensant que ça se fait à l'insu de l'autre? Ces personnes-là, il faut faire attention. C'est des personnes qui ont déjà un problème. Et quand on a déjà un problème sur le plan psychique, la volonté n'est plus agissante. Ça signifie qu'on peut même avoir conscience qu'on est en train de faire quelque chose de mal, mais on n'a plus la volonté nécessaire pour pouvoir s'arrêter. On sait que c'est mal, c'est interdit d'aller avec l'ami de sa femme, mais on est obnubilé par son incapacité à se maîtriser et donc on ne peut plus se retenir. Qu'est-ce qui nous fait nous arrêter? C'est justement de se dire, mais qu'est-ce qu'on va dire si on apprend que moi, je me suis mise avec l'ami de ma femme? Comment je serai vue? Alors si on ne peut plus se le demander, on est déjà dans l'ordre des problèmes. Et justement, après ce que vous dites, j'ai envie de vous poser la question de savoir, vous êtes psychologue, comment on soigne? Quelle est la thérapie à administrer à une telle personne? Et alors je rigole un peu parce que j'aurais envie de vous demander, mais de quelle maladie souffre cette personne? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans tous les cas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la personnalité. Le gros malheur qu'on a dans notre société, c'est que les gens ne se connaissent même pas. Donc les gens ne savent même pas quand ils ont les problèmes. Ça, c'est notre malheur souvent. Quand on se connaît, on peut comprendre qu'à un moment donné, on est en train de s'écarter de la personne qu'on est. Tout le monde va vous dire « je suis »,« je n'aime pas ». Mais quand vous voyez leur agir, c'est toujours contraire à ce qu'ils vous disent. Vous avez dit, vous le répétez, comment on fait pour apprendre à se connaître? Il y a des manières simples de se regarder froidement. D'abord sur le plan physique, comment je suis, quelle est ma taille, quel est mon teint, quelle est ma corpulence. Il y a des personnes qui sont plus noires que moi là, mais qui vont vous dire je suis brune. Donc les gens ont une image d'eux qui n'est pas forcément leur image propre. On peut commencer par le plan physique, se regarder froidement, c'est pour ça qu'on a une glace. Se mettre dans la glace, devant la glace et se dire au fait, comment je suis. Maintenant, pouvoir évaluer son agir. Par exemple, à la fin d'une journée, se demander qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Dans ce que j'ai fait, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal? Il faut que les gens puissent une introspection. Oui. Tous les jours, quand on a fini sa journée, il faut pouvoir faire une évaluation froide de sa journée. C'est ça qui permet de se réajuster et de savoir ce qu'on est capable ou pas de faire. Mais quand on ne le sait pas, on avance aveuglément et on se laisse donc entraîner par la pulsion qui malheureusement nous amène dans ce type de choses que vous avez appelé
appelé par exemple taper dos. Voilà, nous sommes dans les solutions. Nous n'avons pas certaines habitudes dans notre culture. Aller voir le psychologue, c'est courant en Europe. Alors, quels sont les services que vous, psychologues, vous offrez? C'est très bien d'en parler. Il faut que les gens aient cette culture-là. On a pensé que quand on dit il faut aller voir le psy, les gens vous répondent je suis pas fou. Non, le psy, c'est pas pour ça. Vous pouvez voir le psy juste parce que vous voulez parler. Parce que vous êtes sûr d'avoir une personne qui ne vous jugera pas. Une personne qui n'ira pas raconter tout ce que vous avez dit. Malgré la crise de confiance que nous avons. Non, le psy est quand même tenu par le secret professionnel, sauf si c'est un charlatan. Tout comme les médecins, mais qui... Non, qui sont-ils? J'allais poser la question. Il y a beaucoup de charlatans dans ces professions, mais quelqu'un qui a appris son métier et qui le connaît ne le ferait pas. Donc, quand vous allez voir le psy, vous êtes sûr de rencontrer quelqu'un qui gardera votre secret, qui vous aidera à mieux vous comprendre. On peut voir le psy parce qu'on va avoir son profil psychologique, mais maintenant on peut voir le psy parce qu'on a une souffrance et on voudrait l'avoir allégée. C'est très important de parler, ça permet d'évacuer toutes ces émotions qu'on a souvent accumulées. Donc il y a 1001 raisons pour voir le psy, il ne faut pas attendre d'être malade. D'accord, professeur Mireille Ndjendje, une question, piège comme ça. Il vous est arrivé de taper dos, même dans la jeunesse? Je vais reprendre ça, réfléchir. Sans trahir un secret? Je n'ai même pas besoin d'avoir ça comme secret, jamais. Mais alors jamais, je n'y ai même pas pensé. D'accord, nous allons vous dire merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir permis à ces personnes-là qui ne savent pas quel est le rôle du psychologue dans la société de venir vers les psychologues. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'en parler.